Bonjour et bienvenue. Merci à toutes et à tous pour votre participation à cette Assemblée générale tenue dans un mode un peu particulier dans cette période sanitaire complexe. Tout d'abord, je tenais à vous témoigner tout le soutien possible de la Fédération à l'égard de vos entreprises, si bousculées par la crise, mais qui, pour la plupart, sont parvenues avec beaucoup d'efforts et de conviction à rattraper le retard de chiffre d'affaires, conserver les emplois, satisfaire les clients impatients, exigeants et parfois rendus irascibles par le confinement. Dans le prolongement, les demandes sont toujours aussi nombreuses. Cette situation inédite a montré aux familles que leur habitat est précieux, que s'y retrouver est important et que maison individuelle avec jardin, piscine, voire spa, est synonyme de bulle de bien-être, délogeant ainsi les rythmes de vie jusque-là hyper-urbanisés des résidents en appartements de centre-ville. Le chômage partiel, mais surtout le télétravail largement mis en œuvre, ont considérablement modifié les modes de fonctionnement, la communication, les relations entre collègues. Cette crise qui, pour l'instant, semble avoir épargné notre secteur, aura sans nul doute des impacts structurels sur la société, sur les comportements et les priorités de nos concitoyens. Certains secteurs entiers de l'économie, tels que l'événementiel, la culture, le sport, le tourisme, l'aéronautique et bien d'autres, sont durement impactés. Il nous faudra être attentifs à l'évolution des comportements d'achat de la part de ces personnes qui seront inévitablement contraints de rebondir. Comme dans toute crise, des opportunités vont émerger. Soyons tous ensemble habiles, réactifs, pour attirer, intégrer et former au sein de notre profession des demandeurs d'emploi issus d'autres secteurs. La commission recrutement-formation vient d'être créée et dans quelques semaines, la bourse de l'emploi sur le site Propicine vous permettra de publier vos annonces. Le Lab FPP, créé dans la continuité de la commission Perspective, prend tout son sens. Il nous permet d'être en veille de tous ces indicateurs avancés. Ces rapports mensuels permettant de distinguer les signaux faibles sont précieux. Un grand merci aux participants qui s'y impliquent pour le partager avec l'ensemble de la filière. La législation sur l'économie circulaire ayant déjà priorisé les questions environnementales, le positionnement écologiste de certaines villes lors des dernières élections municipales influencera-t-il certains maires à reconsidérer les implantations de piscines familiales? Seront-elles toujours souhaitables, politiquement correctes? Les orientations sur l'artificialisation des sols impacteront-elles fortement notre secteur? Les travaux de la Commission développement durable, la mission confiée au cabinet Terra sur les conditions de recyclage des matériaux et des matériels piscines, la norme européenne sur les impacts environnementaux des piscines domestiques sont au cœur de la pérennité de notre filière. La piscine de demain sera inévitablement encore plus respectueuse de l'environnement, mais ce sera bien entendu à nous, professionnels, de renforcer encore davantage son image. Les impacts de la crise sanitaire ont également touché l'organisation de 3 événements majeurs pour la profession: le Salon Piscine Global Europe, le Salon Piscine et Spa Grand Public de Paris, les assises de la FPP. Ainsi, le Salon Piscine Global Europe a dû être reporté en février 2021, tout en se renouvelant pour proposer en complément un événement digital les 17 et 18 novembre prochains. Le Salon Piscine et Spa Grand Public de Paris reste suspendu à l'évolution sanitaire. Enfin, les assises de la FPP sont repositionnées en novembre 2021, selon les dates exactes restant à convenir. Je souhaiterais ici renouveler tout notre soutien aux équipes dirigeantes, tant de GL Events que de Red Exposition, directement impactées. Réorganiser, s'adapter en permanence, rester à l'écoute de tous ses adhérents, mais également de ses prestataires font partie des missions essentielles de la Fédération. Durant cette crise, la FPP a ouvert à tous les professionnels les informations quotidiennes liées au soutien des entreprises,
aux modalités d'organisation des chantiers, mais a toutefois réservé les conseils individuels et les modèles de documents qu'à ses adhérents. Nous sommes restés en arrête pour vous livrer chaque jour, via nos flash actu, une information évolutive, appropriée. En synthétisant les différentes sources documentaires, nous avons été très sensibles aux nombreux remerciements appréciant ce soutien. Malgré cette période, les adhésions continuent de progresser et à ce jour, ce sont 1259 entreprises adhérentes qui composent la fédération. 155 B2B et 1095 B2C. Revenons maintenant sur les actions de l'année 2019 pour laquelle nous sommes à l'Assemblée générale, tout en présentant les travaux en cours et à venir de cette année 2020. La présentation en ligne en montre le détail. Rappelons ici que les deux axes essentiels sont les aspects environnementaux et le développement du marché de la rénovation, deux sujets entérinés lors du séminaire stratégique de 2019. Outre le renouvellement partiel des membres du Conseil, l'année 2019 a vu son élargissement avec l'intégration de 4 nouveaux administrateurs, Bruno Godinou, Jean-Pierre Marcati, Vincent Linchet et Nicolas Ozano. Je salue leur arrivée et remercie l'implication de l'ensemble des membres du conseil d'administration dans la définition de la stratégie et des orientations de la FPP. Leur implication en temps de crise avec des réunions très régulières à distance a été d'autant plus précieuse que les difficultés rencontrées dans les entreprises n'ont pas épargné chaque dirigeant au cœur du séisme représenté par la crise sanitaire. Cet exercice a vu se développer de nombreuses actions d'influence liées aux questions biocides, loi sur l'économie circulaire, urbanisme et distribution des produits précurseurs d'explosifs. 2019 a vu également les activités des commissions nombreuses et fructueuses, toutefois un peu mises en suspens par la crise sanitaire en 2020. Ces réunions reprennent à la rentrée, en visioconférence, de nouvelles commissions se réactivent, la commission SPA, la commission couverture et la commission recrutement-formation. Enfin, au moment où, comme convenu, je vais laisser mon poste de président, je souhaite porter à vous une nouvelle fois toute ma gratitude, mes remerciements pour le partage et la confiance avec laquelle vous m'avez permis d'exercer ma fonction. Laissant la casquette d'entreprise de côté, j'ai mis du cœur, de l'énergie, du temps, en toute sincérité et comme le font tous les administrateurs, en toute loyauté. La vision que le nombre d'adhérents pouvait dépasser la barre des 1000 et légitimiser encore plus notre fédération m'a animé. Nous sommes aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui, 1259 entreprises adhérentes. Le recrutement d'un commercial a contribué à cela. Sa mission est également d'être à l'écoute de vos observations, des enquêtes régulières et des services à proposer. J'ai apprécié travailler avec une équipe d'administrateurs dévoués, dans un total climat de confiance, de partage et en toute bonne intelligence pour définir la meilleure stratégie possible pour la fédération. La complémentarité entre B2C et B2B autour de la table du conseil d'administration, mais également pour l'ensemble de la filière, reste pour moi un incontournable. La FPP aujourd'hui est très présente en normalisation. Sa place de fédération leader en Europe, mais aussi à l'international, est largement reconnue. Les pouvoirs publics la reconnaissent comme un interlocuteur de qualité et incontournable sur les sujets liés à la piscine. Par ailleurs, nous sommes totalement impliqués aux côtés de la ministre des Sports sur le sujet aisance aquatique, systématiquement consultés sur les textes économie circulaire, précurseurs d'explosifs et bien d'autres. Toutefois, ne disposant pas des mêmes moyens, nous ne serons jamais au niveau de la FFB, de la CAPEB ou même de l'UNEP. Pour autant, les actions de communication mises en place restent essentielles pour le soutien du marché. L'image de la piscine dans le cœur des Français reste très positive. La communication de l'ensemble de la filière et des marques y contribue, et le travail de fond mis en œuvre par la FPP auprès des médias, mais également à travers son site grand public, ProPiscine, y participe. Au quotidien, vous êtes nombreux à trouver appréciable le soutien de notre responsable juridique, de notre ingénieur qualité et de l'ensemble de l'équipe à votre service pour vous aider dans les difficultés rencontrées. La stratégie de la FPP de promouvoir, professionnaliser, défendre
et servir ses adhérents se renforce chaque jour grâce à vos adhésions. C'est vous tous qui constituez sa légitimité, sans quoi rien ne serait possible. Pour ma part, j'ai soumis une nouvelle fois mon mandat d'administrateur à vos suffrages, en souhaitant poursuivre mon engagement au service de la profession et serein d'une candidature d'envergure à la prochaine présidence. Encore merci à vous, chers adhérents, de m'avoir fait confiance durant ces années. Merci à tous les membres du conseil d'administration pour leur vision, leur appui précieux. Merci à l'équipe des permanents pour leur implication dans la mise en œuvre des actions au quotidien. Et puis, un grand merci à Joël pour son engagement, sa collaboration, son accompagnement et même sa patience nécessaire. Continuons à vendre tous de nombreuses piscines, à bien s'occuper de nos clients, mais surtout, prenez soin de vous. Merci à toutes et à tous. Nous allons maintenant aborder le programme. Vous pouvez réagir par chat, avec à votre écran, sur la ligne du haut, un écran pour poser votre question. Et si vous souhaitez lever l'anonymat, vous pouvez mettre votre nom et prénom, ou que votre prénom, sur la ligne du bas, si vous le souhaitez. J'aurai l'honneur d'intervenir avec Joël Pulinx, délégué général, Laurent Montserrat, trésorier, qui nous présentera les résultats financiers, Jean-Michel Susini, juriste, qui évoquera le rapport du commissaire aux comptes, Stéphane Figueroa, vice-président B2B, Jacques Braun, secrétaire, et Nathalie Saget, secrétaire également. Je dois excuser en ce qui concerne le bureau Hervé Méry, qui n'a pas pu nous rejoindre pour raison de santé. Voilà, merci à vous. Nous allons maintenant continuer avec les chiffres du marché de 2019. Donc sur le slide d'évolution du nombre d'adhérents, donc qui est à fin d'exercice 2019, c'est-à-dire au 31 décembre 2019, nous avions au total 1193 adhérents, 1039 adhérents B2C et 154 adhérents B2B. Sachant que sur les 10 dernières années, vous êtes plus de 350 à nous avoir rejoints et à constituer le nombre d'adhérents de la fédération. Merci à vous tous. Maintenant, nous allons voir donc la conjoncture fin 2019, avec un marché de la piscine qui confirme bien évidemment sa progression. Nous avons pu constater, après plusieurs années de progression à deux chiffres d'ailleurs, une progression de plus 11% du chiffre d'affaires facturé des piscines sur l'année, avec un cumul d'exercices qui est exactement identique à la tendance annuelle de plus 11%. On voit sur le graphique que la progression s'est faite notamment sur une forte période hivernale, avec plus 18,5% de cette progression, qui vient relier un petit peu le marché en été, puisqu'en été on avait déjà à 1% près une bonne performance du marché. Donc un chiffre d'affaires piscine qui reste à fin 2019 en forte progression. Et on verra à la fin de cette Assemblée générale que sur l'exercice 2020, nous sommes toujours avec les mêmes demandes et les mêmes progressions. Concernant le chiffre d'affaires négoce sur l'année, eh bien, c'est un chiffre qui est également identique par rapport donc à celui de la piscine. Pour rappel, ce chiffre émane bien évidemment des enquêtes conjoncturelles du baromètre conjoncturel que l'on fait tous les trimestres, 4 fois dans l'année, donc auprès des entreprises qui répondent. Donc on avait une progression, là toujours avec une tendance assez à la hausse en hiver, plus 16%, qui vient relayer également une bonne tendance en été sur plus 15%. Sur l'analyse des piscines vendues en un an, plus 6% de progression est constatée, avec là la même tendance, toujours une bonne demande donc en hiver avec plus 8,5%, et qui relaie également une bonne tendance estivale qui est un peu plus normale, dirais-je, par rapport donc, à une météo qui était plutôt favorable et une demande qui était plutôt intéressante. Un automne plus calme avec plus 1% et un printemps qui restait somme toute modéré. Sur le nombre de piscines livrées en un an, on a une progression donc de plus 6%, avec une hausse des installations variables tout au long de l'année,
plus 13,5 en hiver et plus 13,5 en été. C'est la même donc, progression. Et une tendance toujours plus basse à l'automne, qui dénote peut-être d'une reprise ou d'une rentrée un peu plus... où les familles françaises pensent plutôt peut-être à d'autres projets. Les devis restaient dynamiques à la fin de l'exercice 2019, avec une progression de plus 7,5 sur 2019, une année 2018 qui était négative à moins 2%. Là, on a eu une progression plutôt forte à l'automne, qui a concrétisé en hiver. Et sur 2020, nous avions des prévisions assez intéressantes que l'on verra donc juste en fin d'assemblée. Pour le parc de piscines, suite d'une étude sectorielle à fin 2017, le parc de piscines était de 2 500 000 piscines à fin 2017. Il est à ce jour à 2 700 000 piscines, avec une répartition de piscines enterrées légèrement supérieure des piscines hors sol, sachant que dans ces piscines hors sol ne figurent pas les piscines éphémères, qui sont donc, elles, achetées en nombre, qui se comptent plutôt en millions. Notre baromètre, l'étude sectorielle, mesurait les piscines donc supérieures d'un diamètre de 3,50 m ou de 20 m². Concernant les chiffres, voilà ce qu'il convenait de dire sur la fin de l'exercice 2019. Un aparté maintenant sur l'évolution du conseil d'administration qui était renouvelé en 2019, où lors de l'Assemblée générale, nous avions donc élargi le conseil à 15 membres suite à la création de 2 postes supplémentaires. On a créé donc une classe 2 en B2B qui accueille les têtes de réseau non fabricants, et nous avons équilibré également le collège B2B et B2C pour procéder à la création d'un poste de B2C supplémentaire avec un quota de 6 administrateurs en classe 1, donc le rajout d'une classe 1 B2C, réservé à un poste de B2C et à un indépendant. Ainsi, on a vu donc rejoindre le conseil les 4 personnes que nous avons citées tout à l'heure: Bruno Godinou en classe B2B classe 2, Vincent Linchet au poste des sociétés d'abri, Jean-Pierre Marcati en B2C classe 1, donc indépendant, et Nicolas Ozano en B2B en remplacement de Muriel Fluman, donc démissionnaire du conseil d'administration. Pour l'équipe de permanent maintenant, elle a été renforcée pour plus de visibilité et de communication auprès de vos entreprises par l'intégration d'un nouveau directeur marketing en la personne de Grégory Gérard. Joël Pulinx, donc, est délégué général. Jean-Michel Suzini, responsable juridique. Grégory, donc, directeur marketing. Pierre Huriot, que vous connaissez, ingénieur qualité, normalisation. Et Valérie, assistante comptabilité. Dorothée, donc, travaille en collaboration avec Grégory au poste de chargé de communication. Sébastien Apieto en tant qu'assistant marketing. Et Philippe Usan, qui est peut-être la personne que vous avez le plus au téléphone, qui est lui chargé donc des adhésions et des relations avec les adhérents. À ce titre, nous avons une enquête qui est en place depuis fin 2019, auquel il est bien d'y répondre. On a encore peu de réponses, n'hésitez pas donc à aller sur le site pour répondre donc, et qu'on connaisse l'évolution de vos demandes. Le parcours client de la FPP et vos attentes. Les missions que vous attendiez de la part de la FPP ou que vous attendez étaient une information encore plus régulière et facile d'accès, des conseils juridiques et normatifs, des veilles réglementaires européennes, des travaux de prospective, une visibilité sur le site internet de la FPP. Tous ces points donc, ont été relevés dans les enquêtes et sont bien évidemment des sujets que nous avons à cœur de développer et de répondre tout au long donc, du quotidien de notre équipe de permanents et des décisions stratégiques mises en place par le conseil d'administration. Philippe Usan, donc, notre commercial interne, qui s'occupe des adhésions et de la relation adhérent et travaux d'écoute pour toutes les questions relatives à vos adhésions, mais également pour toutes vos remontées, et que ce que je vous disais précédemment. Une enquête I+C a été lancée en ligne fin 2019. N'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont encore fait, à y répondre. Concernant vos demandes et nos réponses dans le cadre du parcours client, vous souhaitiez des newsletters plus courtes et plus régulières. Nous les avons amendées cette année avec une meilleure charte, mais également des explications plus, comment dirais-je, plus simples
pour pouvoir donc aller sur les bons sujets directement. Faciliter le recrutement de nouveaux salariés. Donc là, nous avons un chantier en cours avec la création d'une commission et la révision du site internet pour intégrer une bourse de l'emploi. Ce sera fait dans les prochains mois. Plus de facilité à consulter le site internet. Nous avons donc changé de prestataire en 2019 parce que suite au nouveau site, on a pu voir qu'avec l'ancien prestataire, on avait quelques difficultés à obtenir une certaine réactivité. Une information systématique de la mise en œuvre des lignes de nouveaux documents sur le site. Donc aujourd'hui, nous envoyons régulièrement un petit flash qui est titré « Quoi de neuf ?», avec chaque nouvelle mise en ligne pour vous aider un petit peu à trouver rapidement les documents. Et puis des informations sur la loi Egalim. Aujourd'hui, on suit le sujet avec des rendez-vous auprès des pouvoirs publics, un décret évité de justesse et des informations données à nos adhérents suite à une rencontre avec la DGCCRF, donc ce qui nous permet bien évidemment de rester en veille et à l'écoute des évolutions législatives et de vos souhaits. Voilà pour ce qu'il convenait de dire sur le parcours client. Je vais laisser maintenant la parole à Jacques, qui va donc intervenir. Merci. Bonjour, merci Gilles. Nous allons maintenant nous intéresser dans notre Assemblée générale à l'axe promouvoir qui est une des missions essentielles de notre fédération. En 2019, nous avons travaillé dans 4 directions. Tout d'abord, le déminage de sujets délicats tels que la sécurité piscine, en travaillant notamment en partenariat avec la ministre des Sports sur l'aisance aquatique. Deuxième axe, la préservation de l'environnement, avec une communication en novembre 2019 sur nos projets d'environnement, le guide du recyclage et la norme environnementale. Troisième axe, valoriser les métiers de la piscine afin d'attirer des jeunes et des salariés en reconversion vers notre secteur. Et enfin, valoriser la qualité des professionnels. Concrètement, pour atteindre le client de demain, on a développé un programme de relations presse ambitieux. Sans détailler tous les chiffres, vous pouvez voir sur le slide que nous avons eu 2042 citations dans la presse, 205 articles et reportages. Et si nous avions dû acheter cet espace publicitaire, il y en aurait eu pour un peu plus de 3 millions d'euros. Parallèlement aux relations presse, la plateforme ProPiscine s'est développée. Elle a toujours pour objectif d'être la référence en matière d'information neutre des consommateurs. Et puis, le Conseil a travaillé en séminaire stratégique avec Marc Baraban sur la notion de pool staging pour définir un discours d'encadrement du concept, et Dieu sait que cela va encore nous occuper de nombreuses années. La couverture médiatique, telle que vous pouvez le voir sur le slide, a été très bonne. Donc avec ces 2042 citations dans la presse, pratiquement 156 millions de personnes ont vu des messages qui concernent la piscine, en presse professionnelle pour 15%, mais à 85% dans des médias généralisés. Donc la FPP a bien assuré la promotion du métier de la piscine auprès des Français. Le programme de relations presse de 2020 est articulé autour des trophées 2020, de l'animation des réseaux sociaux de la FPP en amélioration et notamment avec la création d'albums sur Pinterest, de donner envie de piscine, un projet réalisable pour un grand nombre de Français, de donner la meilleure visibilité possible aux entreprises adhérentes et bien entendu de valoriser la formation, le professionnalisme et la création d'emplois dans notre secteur. On a ensuite un slide qui détaille les actions qui ont été menées sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas ce matin vous assommer de chiffres, il y en aura encore pas mal dans notre Assemblée générale. Vous pourrez bien entendu retrouver des supports. En tout cas, vous voyez que les chiffres sont excellents et qu'il y a des indicateurs concrets pour mesurer l'efficacité des actions de votre fédération. Un mot concernant le parcours client sur la plateforme ProPiscine. Cette plateforme ProPiscine, elle est orientée vers le client final. Cette démarche répond à un besoin du consommateur identifié lors des études sur les maux de la piscine.
les consommateurs sont à l'attente d'une plateforme qui délivre des messages neutres pour pouvoir se faire une opinion, j'allais dire, hors publicité des différentes marques. Deuxième élément de cette plateforme, c'est une plateforme d'intermédiation pour que les adhérents soient présents et visibles. L'objectif étant de vous donner, via l'annuaire, plus de visibilité, d'informer les clients de manière objective et non publicitaire et de défendre l'image de la piscine et de valoriser le professionnalisme de nos adhérents. Que dire de plus sur cette plateforme ProPiscine ? C'est que les objectifs sont toujours d'améliorer la visibilité et de garder une partie réservée aux professionnels avec un accès dédié. Les objectifs, c'est toujours de développer le marché en le déminant sur les sujets bloquants, de valoriser le label ProPiscine avec ses 3 étapes, de mettre en avant les informations de la FPP sur des sujets clés, l'économie d'eau, l'économie d'énergie, la sécurité, bien choisir sa piscine ou son abri, la rénovation. Bref, de valoriser chaque entreprise adhérente et chaque membre actif avec des photos de piscine. Un petit bilan chiffré sur les statistiques de fréquentation du site, de l'annuaire et des rubriques grand public. Là encore, les chiffres sont plutôt bons, avec 72 500 connexions d'utilisateurs uniques dans l'espace grand public, plus de 10 000 connexions à l'annuaire grand public et 220 000 pages consultées. Un point intéressant, les rubriques les plus consultées, quel traitement d'eau pour ma piscine, c'est donc une préoccupation forte des consommateurs. L'annuaire professionnel, c'est bien des consommateurs qui sont à la recherche d'un de nos adhérents. Quelle filtration choisir pour sa piscine, le marché de la piscine et quel type de piscine. On voit ici des sujets, on voit ici la liste des sujets qui, je le rappelle, intéressent les consommateurs. Concernant la visibilité des professionnels, un accès qui a été facilité pour les adhérents de la FPP, avec un contenu qui est toujours aussi riche, mais plus simple et avec des articles plus courts. L'annuaire interactif, avec plus de 10 000 connexions à l'annuaire grand public. Et une fiche adhérent, visible par le client final, qui comportera les coordonnées de l'entreprise, un carrousel de 4 photos, réalisation, produit ou showroom, et un lien vers votre mail et votre site ou vos réseaux sociaux. Là aussi, quelques mots en chiffres sur les statistiques de connexion. Plus de 3600 connexions, 17 000 pages consultées. Et les pages les plus consultées, c'est les accords AFNOR, les directives techniques piscine, les assises professionnelles de la piscine, les normes européennes sur la piscine familiale et le procès-verbal de réception. Au travers des 2 dernières rubriques présentées, on voit bien quelles sont les questions qui ont intéressé les consommateurs et quelles sont les questions qui ont intéressé les professionnels. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Stéphane Figueroa. Bonjour à tous, je vais continuer sur le parcours client. En vous parlant de notre plateforme ProPiscine, nous avons intégré cette année les résultats de l'étude consommateur et nous proposons désormais les principaux arguments du pool staging. C'est une première étape, mais elle mérite bien sûr d'être étoffée et développée. C'est ce que nous allons faire dans les mois qui viennent. Alors, les projets de communication que nous avions initialement prévus pour 2020, vous comprenez qu'ils ont été modifiés. Cela faisait partie de la feuille de route que nous nous étions fixée avant le 16 mars 2020. Ces projets sont utiles et nécessaires pour améliorer la notoriété de la fédération, pour attirer bien sûr de nouveaux adhérents, mais sont devenus secondaires face à la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre. Alors, nous voulions faire cette communication sous forme de vidéo pour être intégrée et valoriser notamment notre charte ProPiscine et avoir une présence accrue sur les réseaux sociaux. Avoir une très grosse visibilité sur la réalisation des trophées, car c'est la mise en valeur de très belles réalisations de nos adhérents B2C, et travailler également le label ProPiscine afin que les non-adhérents à la fédération voient les actions qui sont mises en place par la fédération pour nous rejoindre.
Malheureusement, la crise du Covid nous a obligés à revoir nos priorités de communication. Nos objectifs d'image et de valorisation sont passés au second plan. Pour se consacrer notre communication 100% à informer nos adhérents. Il fallait soutenir, vous aider à poursuivre le mieux possible votre activité. Car c'est sûr qu'avec du recul, on se dit que le marché, comme l'a dit Gilles tout à l'heure, a subi un plein boom, mais au 16 mars, on était tous pessimistes. Et c'est là où la fédération a joué tout son rôle et a pris tout son sens. En communiquant énormément, ça a renforcé le lien avec l'ensemble de ses adhérents. Évidemment, le marché a repris dans des proportions que personne ne pouvait imaginer. Nous avons ouvert une rubrique spéciale Covid pour tous les professionnels. Évidemment, seuls les adhérents ont pu consulter ou joindre nos permanents par téléphone. C'est pour ça qu'il faut rejoindre la fédération. En temps de crise et face à une situation très fluctuante, les interrogations sont très nombreuses. Et le rôle de soutien de la fédération a pris tout son sens. Nous avons été heureux d'être mis à contribution et d'avoir pu apporter des réponses concrètes pour assurer l'activité tout en respectant les mesures de sécurité sanitaire. Nous avons reçu beaucoup de messages de remerciements et je félicite l'ensemble des permanents et les membres du conseil d'administration où nous avons eu beaucoup de réunions, bien sûr à distance, pour mettre toute cette stratégie en place et également donner l'ensemble des informations à nos adhérents. L'ADN d'une fédération professionnelle est de rassembler les conditions propices à la continuité de l'activité. Et c'est ce que nous avons fait, c'est pour ça que nous avons essayé d'être plus justes et au plus près de l'actualité afin de vous donner les bonnes informations. Alors, pendant cette crise, nos échanges avec les adhérents et toute la filière ont été renforcés. Le rythme d'information a été amplifié afin que le lien soit continu et que le support soit permanent et rassurant. Alors, on ne s'en aperçoit pas peut-être au début, mais ça a été plus de 65 newsletters qui ont été envoyés. Notre site a été visité par plus de 40 000 visiteurs et les pages ont été lues à plus de 100 000 personnes. Alors, nous avons aussi créé un espace dédié à cette crise sanitaire du Covid en spécifiant des informations juridiques, techniques, mais aussi économiques. Nous avons eu plus de 1400 connexions à l'espace adhérent. Et nous avons mis en place un accueil téléphonique élargi et renforcé afin que vous puissiez joindre la FPP le plus souvent possible et qu'il y ait le moins de délai d'attente. Merci beaucoup. Je passe la parole à Joël Pulex. Merci Stéphane. Moi, je vais vous parler de la rubrique professionnalisée, puisque en dépit effectivement des choses sur lesquelles on a dû revoir notre communication, tout au long de l'année 2019, on a continué à professionnaliser notre secteur, à participer à l'ensemble des réunions de normalisation. Donc, en ce qui concerne les normes françaises sur l'étanchéité, nous avons publié, AFNOR a publié une nouvelle version de la norme française NFT 54802 sur la pose, l'entretien, la maintenance pour les liners. Cette norme a été publiée en juin 2019. Nous avons eu également une nouvelle version de la norme de pose, entretien, maintenance pour les membranes armées qui a été également publiée en juin 2019. Donc si toutefois vous n'en aviez pas eu connaissance, on vous invite à aller sur le site de l'AFNOR pour les commander parce que ce sont des normes quand même de base sur la manière dont on pose ces systèmes d'étanchéité. En ce qui concerne les normes européennes, donc il a été révisé la série des normes 13451 qui traite des équipements spécifiques aux piscines collectives, les pièces d'aspiration et de reprise des eaux, les échelles, via le groupe de travail européen de normalisation, c'est le WG8 du TC 136. Donc effectivement, j'en profite pour vous passer un petit message selon lequel la FPP n'oublie pas les normes sur les piscines publiques. On est bien présent à chacune des réunions de normalisation sur les piscines publiques. Les premières réunions européennes se sont tenues aussi en 2019 pour l'élaboration du projet de normes sur les performances environnementales des piscines domestiques. Là, on est au sein du groupe de travail 5, au sein du TC qui s'occupe des piscines domestiques. Et ce groupe de travail continue son activité. 6 réunions en 2020
pour une publication de cette norme à l'horizon 2022 s'il n'y a pas trop de discussions. En ce moment, on voit que les autres pays sont en train de se réveiller, entre guillemets, sur le projet de norme qui avait été passé par la France. Donc, il est peut-être possible que la publication de la norme, en plus en raison du Covid, puisse être différée légèrement. Et puis on rappelle également que la FPP est présente et préside notamment des commissions de normalisation. Donc il s'agit du Comité technique européen de normalisation pour les piscines publiques. Marc Maupas s'en occupe. Je m'occupe personnellement du groupe de coordination piscine au niveau de l'AFNOR qui définit la politique de normalisation au sujet des piscines domestiques et des spas. La commission miroir qui s'occupe des normes européennes piscines domestiques, je m'en occupe également. C'est elle qui définit les positions françaises à porter au niveau européen sur toutes les normes piscines domestiques. Pierre Yorio s'occupe d'animer la commission de normalisation sur les équipements de protection et récemment, on a relancé la révision de la norme sur les couvertures de piscine au sein de la FPP avant de passer le projet au niveau de l'AFNOR. En ce qui concerne le groupe de travail européen du WG5 qui élabore la norme sur les performances environnementales, c'est Samuel Thiollier qui s'occupait d'animer ces réunions. Et ce sera à nouveau une personne française qui va prendre sa suite prochainement. En ce qui concerne la normalisation sur les normes étanchéité, concernant les membranes PVCP, c'est Pierre Yorio qui s'occupe d'animer ces réunions-là. Ensuite, en ce qui concerne l'innovation normalisation, suite à la publication des nouvelles versions des normes européennes sur les piscines collectives, alors qu'on appelle les 15288-1 et -2, qui sont vraiment les normes de référence et sur le design et sur l'exploitation des piscines publiques, la France a publié un guide d'application de ces deux normes pour qu'on puisse, au niveau franco-français, savoir comment est-ce qu'on doit appliquer ces normes piscines collectives. Donc là aussi, la FPP était présente aux réunions sur les piscines collectives. On a suivi également la révision des normes électriques au niveau français et européen. Il y a eu un début de normalisation européenne sur les spas collectifs et les électrolyseurs qui vont bientôt commencer, avec une possibilité pour les sociétés qui le souhaitent de s'inscrire directement au niveau de l'AFNOR. En ce qui concerne les électrolyseurs, dans le cadre de l'application de biocides, on avait une question parce que la conformité à biocide au niveau des électrolyseurs, comme on était en train de créer du biocide in situ, on ne savait pas trop comment la commission pouvait avoir une vision positive ou négative sur les fonctionnalités finalement de ces appareils et le résultat attendu en matière de biocide. Et du coup, on a obtenu qu'au niveau européen, finalement, il y ait une norme qui soit mise en œuvre de façon à ce que les critères soient définis de manière objective. Donc si vous êtes directement impliqué sur ce marché, je vous invite à rejoindre ces commissions de normalisation, puisque au niveau européen, c'est ça qui va déterminer ensuite la conformité ou non à la directive européenne. Et puis un suivi de l'élaboration de la première norme française sur les systèmes de filtration utilisés en piscine collective pour caractériser l'efficacité des médias filtrants, les seuils de filtration. Et la publication de cette norme française sera attendue à l'horizon 2021. Je vais laisser la parole à Nathalie. Bonjour à tous, merci Joël. Donc, je vais poursuivre en vous parlant de la formation, les actions de la FPP au niveau de la formation, qui est un axe très important pour notre profession. Donc, au niveau de la fédération, il a été créé il y a environ 3 ans un centre de formation. En 2019, il y a eu pas moins de 12 sessions de formation, notamment des formations sur la norme européenne sur les piscines domestiques, des formations sur les normes et réglementations des piscines collectives, sur les produits de traitement de l'eau, sur l'urbanisme et les contrats, et également sur la norme française de pose des liners et des membranes armées. De nouvelles sessions sont en préparation pour 2021. Ces modules regrouperont notamment l'urbanisme et les contrats avec l'optimisation des pratiques et des déclarations. Également les obligations des pisciniers et des fabricants en matière de stockage, vente de produits de traitement, à partir du guide qui a été élaboré notamment par la commission HSE. Mais également, la fédération s'intéresse aussi à la formation initiale, car il faut bien sûr amener les jeunes vers le métier de la piscine et les former. La nouvelle version du brevet professionnel a commencé à être enseignée donc, à la rentrée 2019.
Nous allons avoir l'année prochaine les premiers diplômés sur cette nouvelle version du BP. Justement, il y a une nouveauté importante, c'est que les jeunes maintenant pourront désormais entamer leur formation, quel que soit le moment de l'année, à partir bien sûr d'une évaluation de leur niveau initial. Ils pourront donc intégrer le BP en cours de session. Pour vous donner une idée, il y a environ 100 jeunes qui sont diplômés chaque année par cette filière de formation qui est donc la base de nos futurs pisciniers. Dans le prolongement de ces travaux, la fédération a été très active pour mettre à jour le nouveau BP, pour le réviser, parce qu'effectivement notre profession évolue, nos techniques évoluent. Donc dans ce prolongement-là, il nous reste à travailler sur un document référentiel qui sera destiné aux établissements, aux entreprises et aux élèves, qui détaillera notamment le besoin en infrastructure, en matériel, et les moyens et les engagements de chacun pour mener à bien sa mission. Au niveau donc toujours de cet axe de professionnalisation, la démarche qualité est importante. La commission qualité donc avait travaillé sur un référentiel de qualification avec Socotec. Il a été simplifié puisque nous avons peut-être mis la barre un peu haute et on s'est aperçu que finalement, en simplifiant ce référentiel, on pouvait donc attirer un maximum de nos adhérents vers cette qualification. Il faut savoir qu'il n'existait aucun référentiel à proprement parler au niveau de la piscine, donc un travail énorme a été fait par cette commission qualité. Désormais, donc, Socotec a obtenu l'accréditation COFRAC également pour le référentiel de certification. Et au niveau de la fédération, donc, nous diffusons des kits pro-piscine avec les différentes étapes de label. Pour vous rappeler un petit peu ce qu'il en est, le pro-piscine se décline en 3 niveaux. Un niveau engagé, un niveau qualifié, un niveau certifié. Alors, le niveau engagé se fait sous la forme d'une charte, un engagement par écrit du piscinier. Le niveau qualifié se fait par des qualifications, notamment la qualification Socotec, et certification par, effectivement, la certification. Je vais donc repasser la parole à Joël, qui va donc vous parler de l'AFPP à l'international. Merci. Merci Nathalie. Donc quelques informations sur les actions de l'AFPP à l'international et aussi parfois au niveau européen. Donc le WAPSA, c'est la World Alliance Pool and Spa, regroupe des associations nationales de l'ensemble des pays qui détiennent des associations dans le domaine de la piscine et du spa. Donc on est autour de la table avec les États-Unis, les Australiens, les Brésiliens, tous les Européens. Donc c'est toujours l'occasion d'échanger sur les bonnes pratiques entre ces différentes associations, même si parfois on a un peu de mal à faire remonter quelques informations sur leurs marchés respectifs. Jusqu'à présent, la France animait le groupe de travail sur la sécurité au niveau international et nous avons fait remonter des informations intéressantes de la part des différents pays. La dernière réunion qui s'est tenue était sur le salon de Barcelone en octobre 2019 et ça a été l'occasion effectivement d'échanger pas mal d'informations à ce niveau-là. Nous participons en tant que FPP au groupe de travail sur les données économiques et nous avons proposé la création d'un nouveau groupe de travail sur les questions environnementales et nous en avons obtenu l'animation à la fin de l'année 2019. Donc notre travail cette année, ça a été de se réunir en WebEx Meeting de façon à créer un questionnaire qui va permettre à la FPP et à ses homologues au niveau international de faire remonter les informations sur toutes les actions environnementales qui peuvent se tenir dans les différents pays au niveau international. Ce sera l'occasion de recentrer toutes ces informations en principe sur le Salon de Lyon au mois de février 2021. Ça se fera peut-être en visio, on ne sait pas encore exactement comment ça se tiendra, mais ce sera l'occasion de rassembler et d'échanger aussi sur la question des impacts du Covid dans les différents pays du monde. Réunion sans doute très intéressante.
Ensuite, en matière d'innovation, Gilles vous en a parlé tout à l'heure, nous avons également la commission prospective qui s'appelle le Lab FPP, qui s'est réunie à plusieurs reprises au cours de l'année 2019 et également au cours de l'année 2020, encore assez récemment au mois de septembre, qui nous permet de suivre les évolutions économiques et de repérer les signaux faibles. Évidemment, dans le courant de cette année 2020, le Lab s'est adapté à l'actualité et a travaillé de façon assez intéressante justement sur les conséquences de la crise du Covid en regardant les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Je vous invite à aller sur le site de la FPP où vous aurez tous les comptes rendus et toutes les veilles mensuelles sur le Lab FPP. Et nous avons d'ores et déjà de nouvelles réunions programmées pour continuer à travailler sur l'avenir et avoir une vision de ce qui pourrait se passer dans le futur. Je vais repasser la parole à Nathalie. Alors, juste quelques mots pour vous parler des commissions. Les commissions sont importantes. Elles sont constituées donc des adhérents volontaires et également encadrées par des administrateurs. Ces commissions, elles sont primordiales. Elles nous permettent de travailler, d'élaborer des documents et également d'avoir un peu une participation de ce qui se passe réellement sur le terrain. Nous avons la commission Abri, donc, qui a travaillé sur la préparation du baromètre annuel. Le baromètre est préparé par une société indépendante, I+C, qui donc, à partir de la commission Abri, va élaborer donc, des chiffres, va nous donner des chiffres du marché. La commission automatisation, elle est importante également parce que l'automatisation est une nouveauté un petit peu dans le milieu de la piscine. Il est important pour nous de savoir de quoi on parle. Donc, cette commission automatisation a été chargée de rédiger un DTP sur l'automatisation en décrivant les appareils, en caractérisant également les niveaux d'automatisation, en classifiant éventuellement les produits selon leur niveau d'automatisation et en rappelant également les contraintes réglementaires qui, à l'heure actuelle, sont de plus en plus importantes. Au niveau de la commission, des autres commissions, donc une commission études de marché qui s'est réunie en 2019 pour faire la synthèse des études et d'essayer d'affiner également le panel du baromètre. La commission environnement aussi a beaucoup de travail. Durant le premier semestre de 2019, elle s'est réunie pour finaliser un document qui donc sert de base de travail pour une future norme européenne. C'est également un travail que vous pourrez retrouver sur notre site. La commission développement durable, pareil, qui donc travaille sur la mise en place de filières de recyclage ou tout au moins d'identification de ces filières. Elle se décompose en plusieurs étapes. Donc, elle a fait une enquête auprès des professionnels de la piscine. Elle a mis en place donc, ce qui existait à l'heure actuelle au niveau des déchets piscine, ce que ça représentait au niveau de la profession. Il y a eu également des rencontres avec des organismes spécialisés dans le recyclage et également donc, l'élaboration d'un document, d'un guide sur le recyclage dont on vous a parlé rapidement tout à l'heure. Je vous encourage à aller le consulter sur notre site. C'est un guide très complet qui vous permettra un petit peu de vous mettre à jour déjà et puis de comprendre un peu ce que la réglementation est en train de nous réserver. Ensuite, une commission également qui a beaucoup travaillé en 2019, c'est la commission HSE. Elle a beaucoup travaillé à cause des réglementations importantes, notamment la loi Egalim, mais également sur les précurseurs d'explosifs. Il y a une évolution sur les produits. Tout ça, vous pouvez donc le retrouver encore une fois sur notre site. Il y a eu également donc, un arrêté ministériel sur les installations classées. Il y a eu également donc, la révision du guide d'information et de stockage qui est également, qu'on vous a déjà présenté et qui est également à disposition sur notre site. C'est un document qui est très consulté et qui vous apporte des éléments sur le stockage et le transport des produits de traitement de l'eau. La commission HSE assure également un suivi de la loi Egalim, avec notamment des participations au comité biocide et des réunions interfédérales, notamment pour surveiller les décrets d'application au niveau, qui pourraient nous impacter. Il y a donc également, comme vous a dit Joël tout à l'heure, la révision au niveau des électrolyseurs, du DTP,
qui avait été publié sous forme d'accord AFNOR, puisque au niveau européen, donc il y a un gros travail désormais à faire. Les nouvelles commissions 2020, c'est la commission SPA qui va se réunir avec une définition de son mandat en fonction des besoins. La commission couverture également, qui s'est réunie en septembre 2020 dans le but de lancer la révision de la norme française, comme vous a dit tout à l'heure Joël. Les nouvelles commissions, je crois que c'est Gilles qui en a parlé, une commission de professionnalisation et de formation qui va être créée afin de faciliter l'entrée des jeunes et des salariés en reconversion sur les métiers de la piscine. Donc à ce niveau-là, la fédération trouve tout son rôle de professionnalisation. Elle se réunira en fin d'année avec des dates encore à fixer. Voilà pour les commissions. Vous avez également donc au niveau du site internet ProPiscine toutes les informations et tous les éléments, et vous pouvez poser des questions bien sûr auxquelles nous répondrons avec joie. Je passe la parole au rapport financier. Non, alors pardon, je passe la parole à Stéphane. Merci. Alors, je remercie Nathalie qui a très bien suivi, qui a pris ma place, mais c'est pas grave, hein. Honneur aux dames. Merci Nat. Hein. Non, c'est pas grave Nathalie. Alors, moi je vais vous parler des actions d'influence. Il y a un volet très important qui est défendre. Défendre. Alors, dans le séminaire stratégique que nous avons chaque année, oui Nathalie, tu m'as pris ma place. N'essaie pas de te rattraper s'il te plaît. Non. Alors, elle est très perturbatrice. Dans les différents séminaires que nous avons stratégiques, nous en avons eu un ces 3 derniers jours en distanciel, et c'est très important pour fixer les actions que nous allons mettre en place dans le futur. En 2019, nous avions 2 axes importants. C'était le sujet environnemental et la partie recrutement. Recrutement pour nos entreprises, car on trouvait que c'était un point faible et un gros handicap pour le marché. Alors, nous avons retravaillé et réactualisé le livre-blanc de la piscine et du spa. Ça reflète cette tendance verte et ça illustre les efforts de la profession sur les données écologiques. Ça met également le focus sur les outils nécessaires pour professionnaliser la formation sur notre secteur. Les actions d'influence, elles ont été nombreuses en 2019. On a eu une stratégie d'influence forte auprès de différentes instances. Alors, ça nécessite beaucoup de temps et beaucoup de rendez-vous. On a eu 2 rendez-vous au ministère de la Transition écologique sur la loi Egalim, un rendez-vous avec la Direction générale de l'entreprise également sur la loi Egalim, et un rendez-vous avec les représentants de la Commission européenne sur les appareils précurseurs de biocides, notamment les électrolyseurs de sel. Nous avons une veille hebdomadaire par un cabinet de lobbying en Europe, et on a envoyé également des courriers à tous les préfets avec un argumentaire très fort sur la sécheresse. Nous avons eu un rendez-vous avec la ministère des Sports au sujet de la sécurité dans le cadre du programme des Anses aquatiques où nous sommes très impliqués et systématiquement consultés. Alors, les actions d'influence sur la veille européenne et le travail à la commission que nous avons avec la Commission européenne est nécessaire et primordial. C'est un travail de tous les jours, mais ça porte sur des décisions avec un retour à moyen et long terme. Ce n'est pas des retours immédiats, vous en doutez. Par contre, ça a de forts impacts sur notre filière, autant pour la distribution que pour la fabrication. Un sujet qui est d'actualité et qui nous préoccupe à tous, c'est celui de l'artificialisation des sols, mais également la déclaration des substances biocides. Quel sera l'impact de ces décisions européennes sur différents appareils, dont les électrolyseurs de sel? Il y a un projet de norme européenne qui a été lancé à la demande de la Commission à propos des électrolyseurs pour en définir les performances. Le défi sur le respect de l'environnement, nous avons différents travaux en cours. Et ça s'adresse à tous les acteurs de la profession. On a mis en place le guide du recyclage à destination des professionnels. On travaille sur l'étude de faisabilité, sur l'utilisation des filières de recyclage adaptées aux matériaux entrant dans la composition des piscines et de leurs équipements. C'est là où on travaille avec Cécile des ABI. Elle est intervenue hier également sur ce sujet, un séminaire stratégique, pour voir comment on peut aller
plus loin. Et évidemment, c'est pleinement le rôle de la fédération de travailler sur ces sujets, car nous ne pourrons pas le faire chacun dans nos entreprises. Et c'est là où la fédération joue tout son rôle. Nous avons un suivi de la directive éco-conception pour les pompes de piscine, la participation et le financement aux travaux de normalisation européenne sur les impacts environnementaux des piscines domestiques. Et bien sûr, nous avons des observations sur les projets de décret d'application de la loi sur l'économie circulaire et sur les nouvelles filières REP envisagées par le gouvernement. La France est leader sur ce dernier groupe de travail. Il relève notre implication et la parfaite adaptabilité de notre fédération et de toute la filière aux défis environnementaux. Vous avez vu lors des dernières assises que le projet proposé par la fédération était bien abouti. Par contre, on ne se doute pas du travail que cela représente. C'est plus de 30 réunions de la commission environnement. Ce projet est donc maintenant à l'élaboration de la future norme européenne et les questions de nos partenaires européens sont très nombreux. Comme vous le savez, la FPP est la première fédération en Europe. Nous avons créé un guide conseil portant sur la gestion et le traitement des déchets de la piscine et du spa dédié aux professionnels. Il vient d'être publié et il est en ligne pour l'ensemble de ses adhérents. Premier document traitant de ce sujet. Ce guide dresse un panorama complet sur le traitement des déchets en France, acteurs, recyclage, sur les filières REP, sur les gaz frigorifiques, sur les tris 5 flux. Sujet très important pour apporter des solutions au recyclage. Les projets environnementaux et les différentes études. Le lancement opérationnel du projet d'accompagnement stratégique dans la recherche, l'activation de solutions de recyclage pour la profession. Que fait-on des liners usagés, des lames de couverture automatiques sur l'ensemble de la France? C'est vrai que c'est des questions qui sont maintenant d'actualité et que la fédération doit se poser. La consultante en économie circulaire, Cécile Desabbayes, a pour mission d'effectuer cette étude de faisabilité qui pourra, et on l'espère, aboutira sur des solutions de recyclage pour l'ensemble ou un maximum de déchets piscines. L'ensemble des piscinistes sont très motivés par ce sujet. On a beaucoup de questions et il y a une forte demande de solutions techniques pour tout ce qui est recyclage. Alors, on a un partenariat et favoriser les aquatiques, comme l'a dit Gilles tout à l'heure, ou Joël, je crois, on a beaucoup de réunions avec la ministre des Sports. Nous avons la chance d'avoir une ministre des Sports qui a un passé de sportive, de haut niveau, dans la natation, et qui s'implique personnellement dans le secteur de la piscine. Évidemment, le plaisir de l'eau n'exclut pas la sécurité, et c'est un axe important et primordial de la fédération. Promouvoir l'apprentissage de la natation, mais en toute sécurité. Nous avons eu 2 réunions avec la ministre des Sports sur ce projet-là. Elle nous a démontré qu'il y avait un besoin important de bassins démontables pour fournir un lieu d'apprentissage sur l'ensemble de la France. Vous pourrez mettre en ligne des tutos sur l'ensemble de vos sites internet. Il y aura des documents à diffuser. Un message essentiel, important, la piscine permet d'apprendre à nager et de sécuriser les enfants. Merci à tous. Je passe la parole maintenant à Monsieur Laurent Montserrat. Chères adhérentes, chers adhérents, bonjour. Je vais vous restituer et commenter les comptes de l'année 2019 et en faire la synthèse. Au niveau des grandes masses, donc, en ce qui concerne les recettes, comme toute année impaire, vous pouvez constater qu'au niveau des recettes, donc, elles sont moins importantes puisque ce n'est pas une année de salon, donc pas de redevance salon de piscine globale, avec un écart de 300 000 € entre 2018 et 2019, bien entendu. Par contre, nous pouvons compter sur l'engagement de l'ensemble des professionnels de nos métiers, de notre fédération, en comptant encore un peu plus d'adhérents sur 2019 pour avoir un nombre de cotisations de 1 115 000 € contre 1 95 000 € en 2018, puisque nous avons gagné une centaine d'adhérents entre ces 2 années
en ayant perdu bien sûr quelques-uns, surtout ceux qui ne paient pas leurs cotisations. Et en tant que trésorier, j'en suis très attaché. Voilà, avec un écart, donc on se retrouve avec un écart au niveau des recettes de l'ordre de 250 000 €, comme je l'évoquais tout à l'heure, surtout dû à l'écart du non-salon durant une année impaire. En termes de dépenses, donc au niveau des charges de fonctionnement, nous avons pu contenir sur l'année 2019 les charges de fonctionnement avec 35 000 € de moins, tout en assumant et en continuant l'ensemble de nos projets et de nos missions, tels que le site internet, la normalisation, la présidence du groupe de travail européen sur la norme environnementale, la présidence du comité européen de normalisation, l'organisation des trophées de la FPP, nos assises, qui sont une réussite, que nous n'avons pas pu produire cette année, que nous allons repousser, et les différents travaux de commission qui ont été largement développés par Nathalie précédemment. Nous avons réussi à contenir ces charges de fonctionnement tout en intégrant un nouveau salarié aussi du courant 2019, qui est notre directeur marketing, puisqu'il était rentré en cours d'année, et donc nous avons pu, effectivement, nous voyons les frais de salaire augmenter, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il est arrivé. Nous avions, lors de la précédente AG, présenté un budget prévisionnel positif de l'ordre de 10 600 €, et pour arriver finalement avec un résultat positif de 23 574 €. Donc encore une fois, on ne peut que s'en féliciter, puisque pour une année sans salon, nous avons un résultat positif, et ceci pour la 4e année consécutive. Quand on parle de masse salariale qui a augmenté avec un nouveau directeur marketing, il faut aussi prendre conscience qu'à l'instar de nos entreprises, la fédération investit sur l'humain, sur la matière grise, qui est son outil productif principal. Donc ce résultat, je tiens à remercier l'ensemble des équipes, des permanents et des administrateurs qui œuvrent toute l'année pour faire en sorte de contenir ces budgets tout en respectant et en développant les missions qui leur sont octroyées, mais aussi vous, chers adhérents, qui êtes toujours aussi mobilisés pour la profession et aussi impliqués. Juste un petit point rapide sur la trésorerie. La trésorerie est positive de peu plus d'1 million d'euros, ce qui est important au niveau réserve. On le voit notamment cette année lorsqu'on est en période de crise, et notamment crise sanitaire comme nous le vivons, d'avoir des réserves au niveau de la fédération. Et ça aussi, c'est un point important. Le rapport du commissaire aux comptes valide cette gestion rigoureuse de nos comptes. Et pour en témoigner, et dans la situation actuelle, notre commissaire aux comptes, M. Serge Maekawa, ne peut pas être présent, donc c'est notre responsable juridique, Jean-Michel Susini, qui va les présenter scrupuleusement, je l'espère, le rapport général et le rapport spécial, et valider la tenue des comptes dont je suis garant. À tout à l'heure. Bonjour à tous. J'ai donc le plaisir et l'honneur de succéder à notre trésorier, dans le but évidemment de vous informer. De plusieurs choses. Tout d'abord du contenu des 2 rapports établis par notre commissaire aux comptes. Et ensuite, je vous parlerai des résultats consécutifs au dépouillement de vos bulletins, de vos formulaires de vote par correspondance. Alors, notre commissaire aux comptes, comme c'est l'usage, a établi 2 rapports. Un premier rapport sur les comptes clos de l'exercice dont notre trésorier vient de vous parler. Un second rapport sur les conventions réglementées passées durant cet exercice. Je vais donc me contenter de restituer littéralement l'essentiel de ces 2 rapports afin de ne rien trahir. Je ne commenterai donc pas. Il n'y a d'ailleurs guère matière à commenter. Alors, pour commencer, tout d'abord,
son opinion en ce qui concerne les comptes annuels pour l'exercice clos au 31 décembre 2019. Je relate. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Fédération à la fin de cet exercice. Je vous rappelle que la mission, le rôle du commissaire aux comptes est de rechercher les éventuelles anomalies qui pourraient avoir grevé les comptes de l'exercice. Donc à ce sujet, son opinion est de considérer que ces comptes-là sont réguliers, sincères et représentent une image fidèle de ces opérations. Ensuite, à propos du fondement de son opinion, il nous précise: nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. À propos de son indépendance, notre commissaire aux comptes précise: nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables sur la période du 1er janvier 2019 à la date de clôture. Nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes. Voilà pour ça. Enfin, pour en terminer avec ce premier rapport, son point de vue au sujet de la vérification du rapport de gestion et des autres documents qui ont été adressés à nos adhérents, appelés donc à statuer sur ces comptes-là, notre commissaire aux comptes précise: nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du trésorier et dans les autres documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels. Ce qui signifie que le rapport du trésorier a été en amont approuvé par notre commissaire aux comptes. Voilà pour le rapport sur les comptes de l'exercice. Ensuite, pour ce qui concerne le second rapport, bien là c'est très simple, c'est un rapport qui concerne les conventions réglementées qui ont pu être passées durant cet exercice. On va faire très court, il n'y en a aucune. Donc, à ce sujet, le commissaire aux comptes nous précise qu'aucune intervention passée au cours de l'exercice écoulé n'a été constatée. Donc, ceci étant dit, la relation des deux rapports établis par le commissaire aux comptes étant terminée, je vais maintenant vous communiquer les résultats du dépouillement de vos bulletins de vote par correspondance. Je vous précise que le quorum à atteindre était de 95 suffrages pour 946 actifs appelés à voter et que nous avons recueilli 142 suffrages, parmi lesquels 92 émanant du collège B2C, 45 émanant du collège B2B et 5 formulaires nuls, dans la mesure où ils étaient modifiés, raturés ou amendés. Ils ont donc été retirés du décompte, mais pas pour le calcul du quorum. Alors, je rappelle aussi que vous étiez appelés à vous prononcer sur à la fois un ordre du jour composé de 7 résolutions, mais aussi sur l'élection de 6 administrateurs qui correspondent au renouvellement annuel des membres de notre conseil d'administration. Alors, la première résolution soumise à votre approbation concernait le rapport moral du président et son bilan d'activité de l'exercice. Vous l'avez approuvé
à 132 voix, aucune voix contre et 5 abstentions. Cette première résolution est donc adoptée. S'agissant de la seconde résolution soumise à votre approbation, elle concernait le rapport financier du trésorier pour l'exercice. À l'issue du dépouillement, nous avons décompté 130 voix pour, aucune voix contre, 7 abstentions. Par voie de conséquence, cette seconde résolution est adoptée. La troisième résolution soumise à votre approbation concernait le rapport général et le rapport spécial du commissaire aux comptes. À l'issue du dépouillement, nous avons décompté 131 voix pour, aucune abstention, non, 131 voix pour, aucune voix contre, 6 abstentions. Cette troisième résolution est donc adoptée. La quatrième résolution concernait l'approbation des comptes proprement dite. À l'issue du dépouillement, nous avons décompté 131 voix pour, 0 voix contre et 6 abstentions. La quatrième résolution a donc été adoptée. S'agissant de la cinquième résolution, elle concernait l'affectation du résultat au compte report à nouveau. Là encore, à l'issue du dépouillement, nous avons compté 130 voix pour, aucune voix contre et 7 abstentions. La cinquième résolution est donc adoptée. Enfin, la septième résolution concernait le quitus de l'exécution de leur mandat aux membres du conseil d'administration et la décharge au commissaire aux comptes. À l'issue du dépouillement, nous avons décompté 130 voix pour, 0 voix contre et 7 abstentions. La sixième résolution est donc adoptée. Je vais poursuivre par la proclamation des résultats de l'élection. Alors, pour le collège B2B, sur les 45 bulletins valides, au terme duquel les suffrages ont été régulièrement exprimés, M. Stéphane Figueroa a obtenu 38 voix. M. Christophe Maty a obtenu 37 voix. M. Gilles Mouchiro a obtenu 36 voix. Sont donc élus M. Stéphane Figueroa, M. Christophe Maty et M. Gilles Mouchiro. S'agissant des candidats issus du collège B2C, sur 92 bulletins valides, M. Jacques Braun a obtenu 74 voix, Mme Ghislaine Giraud a obtenu 84 voix, et M. Stanislas Timowski a obtenu 84 voix. Sont élus Ghislaine Giraud, Stanislas Timowski et Jacques Braun. Voilà, j'en ai terminé pour la restitution des résultats de cette élection. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Évidemment, je laisse la place à notre trésorier qui va nous parler du budget prévisionnel. Merci Jean-Michel pour toutes ces informations et félicitations aux nouveaux élus, aussi bien en B2C qu'en B2B. Je suis moi, pour ma part, heureux de me retrouver devant vous. Les comptes ont été approuvés, j'aurais pu ne pas être présent et ne pas être approuvé. En ce qui concerne le budget prévisionnel 2020, vous vous doutez bien que dans le contexte actuel que nous avons vécu, que nous vivons encore d'ailleurs, nous avons été obligés de réviser ce prévisionnel puisqu'au départ nous avions budgétisé des bénéfices pour de l'ordre de résultat prévisionnel de l'ordre de 133 000 €, mais il a fallu réviser l'ensemble de ce budget dû notamment au décalage du salon Piscine Global qui se tiendra en février 2021 et donc la non-restitution des redevances salon sur 2020. Des cotisations
sont budgétisés au niveau des recettes dans l'ordre de 1 163 000 euros. On s'aperçoit aujourd'hui, Joël peut-être peut me confirmer, qu'on est légèrement en augmentation, donc on a aussi réussi à fédérer de nouveaux adhérents. Bienvenue à eux. Et nous sommes à peu près à 85% au niveau de l'encaissement aux alentours de fin août. Vous le voyez dans les recettes, donc les redevances ne sont pas présentes puisqu'il n'y en aura pas cette année, donc c'était de l'ordre de 400 000 euros globalement. Donc ça a un impact important sur nos recettes. Et donc ces totals de recettes devraient arriver à 1 184 000 euros. En ce qui concerne les dépenses, les charges de fonctionnement, en ce qui concerne les charges de fonctionnement dans un premier temps, et notamment les frais de structure, vous devez bien voir qu'elles augmentent. Et nous avions fait le choix, avec l'ensemble du conseil d'administration, durant la période du Covid et durant l'inactivité, et afin de soutenir la profession, donc de ne pas accepter de se diriger vers l'activité partielle et de maintenir l'ensemble des permanents au travail afin qu'on puisse donner une information qualifiée, synthétique et claire à l'ensemble de nos adhérents. À ce titre, nous avons vu que la fédération a pleinement joué son rôle durant cette période, tant au niveau technique, en retransmettant des informations claires et précises, tant au niveau psychologique aussi, en termes de soutien. Donc une augmentation des frais de structure, due aussi à l'intégration de notre directeur marketing, on va voir le poids de sa masse salariale sur la totalité de l'année. Et donc tout ceci pour un total de dépenses de 1 140 000. Ce qui nous permet d'arriver tout de même à un résultat prévisionnel excédentaire de l'ordre de 44 000 euros, ce qui reste encore une fois pour une année compliquée, sans redevance salon, un résultat très positif, tout en continuant de soutenir les différentes actions que nous avions menées, et encore une fois, de soutenir la profession et de promouvoir la profession au travers d'un compte. Merci, voilà pour la restitution du budget prévisionnel. Merci Laurent. Pour terminer donc cette Assemblée Générale, il nous reste donc une dernière projection qui est la conjoncture donc de l'exercice 2020, comme nous en avions parlé donc au départ, avec donc toujours une progression sur le chiffre d'affaires facturé en piscine de plus 35% en juin 2020, ce qui est quand même historique et rarement vu, et qui répond bien évidemment à une météo très favorable, à une très bonne organisation des entreprises en cette période de crise sanitaire, et puis également à un confinement qui a fait porter la réflexion à plein de clients pour savoir s'ils pouvaient s'équiper, bien évidemment, par l'intermédiaire des carnets de commandes en place de piscine, mais également de piscine hors sol. On a vu également le développement de matériel et d'équipement qui a pu se voir. Donc un marché qui augmente de plus 5% au printemps et qui connaît une évolution favorable depuis le début d'année. Ensuite, concernant donc le chiffre d'affaires négoce, qui était très très fort après une période un peu compliquée, 15 mars, 15 avril, qui était très très forte sur le mois de mai et sur le mois de juin, avec des progressions de plus 21% et des progressions de plus 32%, ce qui donne donc une tendance annuelle à plus 9,5%, qui somme toute est un beau résultat, après également des années en négoce qui sont assez favorables. Concernant donc la progression au deuxième trimestre du niveau de piscine signé, là, pour le coup, nous sommes donc à 8,5% sur le cumul de l'exercice, avec une tendance annuelle à plus 6%. Donc on a toujours une demande qui est présente, constante, et des concrétisations qui sont donc faites par donc, nos prospects. Sur le nombre de piscines livrées, là on a une progression donc, sur le premier semestre de plus 5,5%, avec donc une forte progression en mai, et une très forte progression en juin de plus 41%, ce qui donne donc une tendance annuelle
de plus 4%, et un cumul d'exercices à plus 5,5%. Voilà ce que nous pouvions dire donc, sur les chiffres du marché suite des 2 baromètres conjoncturels sur le premier semestre. Notre Assemblée générale donc, arrive à son terme. Nous espérons que vous avez pu la suivre dans ce format du mieux possible. Merci pour toutes vos connexions. Merci pour votre participation. Sachant que maintenant, nous allons donc tenir un conseil d'administration. Pardon ? Oui, un conseil d'administration en visio. Mais avant, on va répondre aux questions qui nous sont arrivées par chat. Je crains qu'il n'y ait absolument aucune question qui ait été posée, telle les exposés successifs ont été là. Donc nous avons donc répondu aux éventuelles questions qui pouvaient arriver. Très bien. Merci beaucoup à tous et à toutes. Bonne fin de saison 2020, on va dire. Et puis je renouvelle, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bonne journée.